Donc, être développeur, c'est un métier qui ouvre des portes partout dans le monde et notamment aux États-Unis où il y a une très forte demande de développeurs. Par exemple, dans les hubs tech de New York ou de la Silicon Valley. Donc, c'est des destinations qui font un peu rêver avec le côté un peu presque mystique de tout l'historique qu'il y a eu d'origine des startups dans la Silicon Valley, toute l'histoire qu'il y a derrière. Donc, avec l'événement d'aujourd'hui, on cherche à vous donner quelques pistes et quelques conseils grâce à l'expérience de Rémi sur comment aller dans ces destinations rêvées pour les développeurs et développeuses. Donc, peut-être pour commencer, Rémi, je propose que tu nous parles un petit peu de ton parcours et de comment tu es arrivé à la Silicon Valley. Super. Bonsoir à tous. Je suis vraiment très, très content d'être là. J'aime beaucoup la mission de l'école ADA et ça me fait vraiment plaisir de participer. J'ai découvert l'informatique un peu tout seul à l'adolescence. C'était l'époque où on pouvait commencer à avoir des PC à la maison et Internet arrivait doucement en 95-96. Les parents ne comprenaient rien, donc c'est un petit côté liberté de pouvoir regarder un petit peu comment ça fonctionne. Et j'ai tout de suite aimé coder. Et je voulais, quand j'ai compris que ça pouvait même être un métier, j'étais super content. Je me suis orienté vers une école à l'époque qui était très, très pratique. Voilà, beaucoup de code, une vraie passion du développement et un peu moins théorique que les autres. Ça m'a beaucoup plu. C'est une école qui existe encore aujourd'hui qui s'appelle EPITA. Peut-être qu'aujourd'hui, elle est un peu moins originale qu'elle l'était à l'époque, mais à l'époque, c'était vraiment beaucoup de projets. On commençait à coder dès le début. Les étudiants devenaient un petit peu professeurs en partie dans le cursus, donc ça m'a tout de suite plu. Et on avait 2 stages à faire. Et je m'étais dit, avec un esprit très strict, quand on est jeune, on a des idées un petit peu trop extrêmes. Je m'étais dit, mon premier stage, ça sera un stage de développement personnel, j'irai à l'étranger. Mon deuxième stage, ça sera concentré carrière, je resterai en France. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça, mais j'ai quand même fait mon premier stage au Vietnam. J'ai eu une super opportunité d'aller là-bas et c'était vraiment la première fois que je quittais le pays tout seul. J'ai découvert ce que c'était que de voyager et de voir autre chose. Et j'ai ensuite fait un voyage avec mes parents aux États-Unis. Et là, j'arrive dans San Francisco sans trop connaître un petit peu ce que ça représentait dans l'industrie. Et bon, c'est presque anecdotique, mais je sors du métro et je vois un homme sandwich. Et sur son panneau, c'était écrit I need developers. Et ça m'a fasciné, voilà, qu'on puisse avoir tellement envie de recruter des développeurs qu'on ait besoin de le mettre dans la rue comme ça. Et voilà, et quand j'ai réussi à connecter le fait que voilà, je pouvais avoir une expérience dans un autre pays de nouveau et en même temps vraiment me concentrer sur mon travail, ça m'a plu. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai cherché à tout prix à la fin de mes études à faire mon stage de fin d'études à l'étranger. Et alors, pour ça, j'ai contacté tous les anciens de mon école qui étaient à l'étranger. C'était peut-être 25-30 personnes. Et puis, ça a marché avec quelques-uns. Et voilà, j'ai trouvé un premier stage là-bas. C'était en quelle année, ça? Alors ça, c'était 2007. 2007, j'ai eu un peu de chance en termes de timing puisque c'était juste avant les années un peu difficiles, fin 2008, 2009, donc toute la crise financière aux États-Unis. Ça aurait été un peu plus dur à ce moment-là et moi, j'ai pu commencer juste avant. Et du coup, comment ça a marché depuis ta prise de contact avec toutes les personnes qui étaient à l'étranger jusqu'à te trouver une place aux États-Unis en tant que développeur français? Alors, j'ai eu la chance de tomber sur une entreprise qui connaissait bien l'immigration. Et ça, je pense qu'il faut le savoir. L'immigration est hyper présente en Californie. Tout le monde, toutes les grosses entreprises le font, les startups un peu moins parce qu'ils connaissent moins. Mais voilà, donc j'ai pu trouver une entreprise qui connaissait bien et j'ai eu un visa de stagiaire. Et ça, c'est un premier conseil que je peux donner. Et le mot stagiaire, d'ailleurs, est un peu ambigu. On n'a pas forcément besoin d'être en stage. C'est plus un visa un peu d'apprentissage, un visa de junior. Et l'avantage, c'est qu'il est très facile à obtenir. Il n'y a pas de quota, il ne coûte pas très cher à l'entreprise. Donc, ça a été pour moi un peu mon entrée. Et d'ailleurs, j'ai renouvelé ce visa ensuite une deuxième fois jusqu'à obtenir un visa plus le long terme. Mais voilà, entrer avec un visa de stagiaire, c'est généralement une bonne idée pour arriver en Californie. Et est-ce que tu aurais peut-être d'autres conseils pour les personnes qui voudraient y aller, justement, comment tu as fait ta comparaison des différentes boîtes, et qu'est-ce que tu as cherché comme information pour voir qu'est-ce qui te correspondait le mieux?
J'avais pas vraiment. Je voulais y arriver. Je voulais mettre le pied sur place. Bon, d'ailleurs, c'est encore une fois, c'est anecdotique. J'ai passé des entretiens pour Google et ensuite donc une boîte de finance des marchés. Et j'ai préféré partir pour la finance des marchés. Je pense que ça aurait été plus stratégique de commencer chez Google plutôt que cette plus petite boîte. Mais voilà, moi, je voulais vraiment un endroit où je puisse avoir mon immigration et commencer à découvrir le monde du travail. Euh, et c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, avec peut-être le recul de quelques années, quels sont les avantages que tu vois, que tu perçois d'avoir commencé ta carrière dans ces petites boîtes fintech aux États-Unis plutôt que, par exemple, la commencer en France? Alors, c'est toujours délicat de faire des grandes généralités. Ce que je constatais à l'époque, et donc on est sur 2005, 2006, 2007, il y avait en France un côté presque négatif sur le métier de développeur. À l'école, on allait me recommander de regarder pour être project manager, pour être ou manager tout court. Et j'avais des profs peut-être un peu old school qui allaient me dire tout le développement de toute façon, demain, ce sera en Inde. Donc, concentrez-vous sur des choses qui ajoutent plus de valeur. Et moi, ça ne me plaisait pas trop, ce discours, parce que j'avais vraiment cette passion de construire des choses, d'écrire du code et de comprendre la technologie. Et donc, c'est pour ça que la Californie m'a intéressé, parce que là-bas, le discours était complètement différent. Là-bas, le discours était ouh, non, 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 je ne veux pas du tout faire du project management, je ne veux pas du tout être manager. Ce que je veux, c'est coder. Et ça a tout de suite résonné. Voilà. Je pense que la France a changé. Hein. C'était il y a 15 ans. L'écosystème startup en France a démarré à fond. Et je pense que le métier de développeur en France aujourd'hui est bien mieux vu. Mais voilà, il y avait cette connotation un peu négative à l'époque. Et c'est pour ça que j'ai choisi la Californie, parce qu'on embrassait le métier de développeur plus que ce que j'entendais à l'époque en France. Et comment, après cette première expérience très pratique et très dans les codes, tu t'es retrouvé chez Netflix en tant qu'engineering manager? Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. Après cette première expérience qui était très orientée complexité de métier et produit, je voulais essayer une startup. Donc, j'ai quitté cette boîte. J'ai rejoint une startup de 20 personnes. Et la mission de la startup, c'était, grande mission, c'était est-ce qu'on peut faire du trading automatique avec de l'intelligence artificielle? Donc, sur le papier, c'est fantastique. Voilà, on enlève toute l'émotion de l'achat d'actions. On se base que sur des données et on automatise finalement tout ça. Donc, c'était super d'un point de vue startup parce qu'on apprend plein de choses dans les startups. On doit tout faire. On est très souvent avec le CEO, on est dans la stratégie. Donc, ça, c'était super. Et ça n'a pas du tout marché, par contre. Donc, c'est le risque des startups. Donc, ça veut dire qu'on investit beaucoup de temps et que, bon, ben voilà, on gagne beaucoup plus d'expérience que d'argent, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et à ce moment-là, j'étais quand même un peu burn-out de la finance. J'avais fait donc presque 10 ans dans ce domaine. Et donc, je m'étais fixé 3 critères. Le premier critère, je voulais travailler sur un produit fun. Euh, Fun dans le sens, voilà, quelque chose de sympa, quelque chose que les gens aiment utiliser. On ne peut pas vraiment dire que le trading et la finance des marchés, c'est dans cette catégorie. Je voulais une boîte qui soit cotée en bourse. Ça, c'est encore tout un autre sujet vraiment propre à la Silicon Valley, mais je voulais plus de stock options qui potentiellement peuvent fonctionner et parfois ne fonctionnent pas. Je voulais un truc un petit peu plus simple en termes de rémunération. Et je voulais une boîte avec une très, très forte culture d'ingénieur. Je voulais quelque chose, vraiment une boîte fière du métier d'ingénieur. Et c'est pour ça que j'ai trouvé Netflix et vraiment, je ne regrette pas parce que ça coche toutes ces cases. Et peut-être juste pour finir avec cette première partie sur ton parcours, comme il y a cette culture du développement qui est très pratique et très main dans le cambouis du code et tout de suite créé finalement, est-ce que tu vois des exigences supplémentaires par rapport à trouver un poste qu'on doit prendre en compte si on a quelqu'un qui a fait une formation en France et qui veut s'expatrier aux États-Unis? Je pense que les formations en France sont super et très, très appréciées de toute façon aux États-Unis. Encore une fois, si je reviens dans le domaine des généralités, l'ingénieur français est apprécié pour son côté précis
On a un côté, on a une éducation en France qui est assez stricte, scientifique, assez précise. Et en contrepartie, les Américains sont plus dans la vente, dans le pitch, dans le marketing, dans l'expression, dans la communication. Et donc, je dirais que si on arrive à embrasser un peu ces deux facettes, si on arrive à avoir ce qui plaît de la France, mais en même temps des soft skills autour de ça, de communication, de travail en équipe, je pense que ça aide beaucoup. Et voilà, je sais que ça fait partie de la mission de votre école de ne pas considérer que c'est uniquement des skills techniques. Mais voilà, je pense que c'est quand même important d'avoir cette couche française qui est appréciée, une certaine rigueur scientifique presque. Les domaines où je vois plein de Français, par exemple, c'est tout ce qui est machine learning, tout ce qui demande beaucoup de maths, beaucoup de stats, beaucoup de Français. Et dans les domaines plus marketing et produits, un peu moins. Donc voilà, je pense que c'est important d'essayer de naviguer et de ne pas se mettre uniquement dans une seule boîte. Complètement. Et je pense que la France, comme tu dis, elle est très réputée par le côté maths et des formations très scientifiques et précises et vraiment de haute exigence et excellence. Et aussi, tu dis très bien, About Tech School, une des compétences phares qu'on essaie de développer et de transmettre à nos apprenantes, c'est la confiance en soi pour permettre de construire un projet professionnel de développeur-développeuse. Et ce qui permet aussi de mieux communiquer, de projeter une image de soi, son produit, et qu'est-ce qu'on fait en tant que développeur, et qu'est-ce qu'on crée avec son code et comment on le partage avec les autres. Et ce qui est, du coup, j'entends, très valorisable aux États-Unis. Une anecdote, donc j'ai des enfants, ma fille de 8 ans est en train d'apprendre l'approximation en maths. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Je ne pense pas qu'on fasse la même chose en France. C'est comment aller vite sans forcément avoir besoin d'être précis. Donc ça me surprend, j'ai du mal à m'ajuster à ça. Et de la même façon, ma fille de 5 ans doit amener des objets de la maison et une fois par semaine doit pitcher pourquoi cet objet est important pour elle devant sa classe. Ce qui est dur, mais qui, pareil, entraîne ce côté un peu confiance dans la présentation parce qu'on le fait à répétition. Oui, complètement. Et il y a peut-être aussi un côté confiance de se tromper. Ce n'est pas très grave de se tromper, c'est comme ça qu'on apprend. Et ça aussi, c'est hyper important à la Tech School. C'est le cadre de confiance qu'on a pour pouvoir se tromper, pour pouvoir continuer à itérer et s'appuyer sur les autres pour grandir comme une communauté. Trop bien. Est-ce que tu pourrais aussi nous parler un petit peu plus peut-être de Netflix, de ce que fait ton équipe et de sa mission? Ouais, alors Netflix, on a un business model qui est très très simple. On a une seule façon de gagner de l'argent et c'est l'abonnement de nos membres. Donc aujourd'hui, c'est 190 pays dans le monde, 200 millions d'abonnés. Et moi, je travaille dans une petite équipe qui est l'équipe paiement. Et c'est l'équipe qui a la mission de collecter les abonnements tous les jours, tout le temps, et de permettre aux gens de s'abonner, donc de payer ce premier mois, mais aussi de payer tous les mois. Ce qui est vraiment hyper intéressant avec cette équipe, c'est donc on a 200 millions de membres à renouveler tous les jours. Donc si on divise par 30, on arrive à peu près 6 millions de personnes tous les jours. Si on multiplie par l'abonnement moyen autour de $15, on est entre 80 et 100 millions de dollars à récupérer tous les jours. Donc voilà, c'est une mission qui est fantastique parce que c'est la seule façon de Netflix pour gagner de l'argent. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une dimension technique compliquée parce qu'il y a des volumes impressionnants et il y a aussi une dimension métier qui est compliquée parce que la façon de payer que les gens ont dans le monde change énormément. On a des gens, on paye énormément en cartes de crédit aux États-Unis, mais il y a aussi des cartes de débit, les cartes prépayées, les cartes cadeaux. En France, on a la notion de carte bancaire. Une carte bancaire, ce n'est pas forcément exactement comme une carte de crédit. On a en Allemagne des gens qui payent avec leur compte bancaire. Encore une fois, ça n'a rien à voir. On a des techniques de paiement en Asie très, très innovantes où les gens payent avec leur abonnement téléphonique. On a des gens qui veulent payer en liquide. Alors, payer en liquide, quand on est un système Internet, c'est incroyablement difficile, mais on a besoin de le faire pour pouvoir avoir accès à des membres qui ne pourraient pas payer autrement. Donc, on a des systèmes où les gens vont payer dans un supermarché. Le supermarché nous envoie un code.
Ce code est ensuite intégré avec nos systèmes et on peut offrir l'accès aux membres. Donc, il y a une diversité de paiements qui est très intéressante et il y a un volume de paiement qui est aussi très challenging. Et donc, mon équipe navigue un petit peu autour de tout ça. Une autre dimension, c'est la fraude. On ne vend pas des produits physiques. Donc, en quelque sorte, la fraude est un peu moins violente pour nous. C'est-à-dire que si quelqu'un nous vole un mois de service, ce n'est pas forcément la même chose que si quelqu'un nous volait un iPad. Mais voilà, il y a des gens qui trouvent des moyens pour ne pas payer, revendent des comptes à des gens qui sont en quelque sorte innocents. Donc, du coup, ça crée énormément de complexité. Donc, une des missions de mon équipe, c'est aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la fraude. Et lutter contre la fraude, eh ben, on ajoute de la friction pour les gens en qui on n'a pas confiance. Donc, la friction, ça va être recevoir un code sur un téléphone portable. Ça, c'est une friction qui, on essaie de l'éviter pour les bons clients, mais on l'ajoute quand on a un signal qui nous donne l'impression que c'est un mauvais client. Le problème, c'est que rien que recevoir un code sur un portable, pareil, ça peut être truqué. Ça peut encore être, il peut y avoir des portables, des numéros qui sont générés automatiquement, donc ça pose un problème. Donc après, on peut demander des vérifications avec les banques. Donc en France, énormément de transactions bancaires vous redirigent vers votre banque. Généralement, il faut valider soit sur l'application mobile de votre banque, soit encore une fois recevoir un code sur un portable. Parfois, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, on perd des clients. Donc, c'est naviguer un petit peu tout ça. Quel est le risque qu'on est prêt à prendre en termes de mauvais acteurs mais en même temps, voilà, quelle est la friction qu'on peut demander à nos clients? Si tous les mois, c'est très dur de payer, ce n'est pas une bonne expérience. Et ce qui est donc négatif pour le client est aussi négatif pour nous parce que les gens décident, bon, bah, peut-être que cette dernière saison de Casa de Papel, je ne vais pas la regarder parce que je ne suis pas de toute façon, voilà, ça m'énerve de repayer. Voilà, et donc c'est la responsabilité de mon équipe, c'est d'assurer un paiement voilà, seamless, facile, pour que vous puissiez simplement apprécier le produit pour ce qu'il est. Voilà. Le désabonnement, très facile, mais on ne veut pas que vous ayez à penser au paiement la plupart du temps. Super intéressant et c'est incroyable les volumes dont tu nous parles, tellement c'est énorme la quantité d'abonnés qu'il y a chez Netflix. Du coup, j'imagine que derrière ça, il y a peut-être des challenges techniques et justement pour chacun des problèmes que tu décris plus produits qui sont aussi liés au volume, peut-être ça implique des challenges techniques. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ce volet plus techno? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'assure, on est responsable des sign-up, donc les inscriptions. Donc, on a un volume qui peut varier. C'est-à-dire que, par exemple, on avait fait une publicité pour le Super Bowl une fois aux États-Unis et donc on était très inquiet. On allait avoir peut-être 3-4 fois plus de personnes qui s'inscrivent ce jour-là. Et en fait, ce qui est intéressant pour mon équipe, c'est que ça, ce n'est pas du tout un problème. Le vrai problème de volume qu'on a, nous, ce n'est pas sur l'arrivée de nouveaux clients, c'est sur tous les clients existants qui ont besoin d'avoir leur abonnement renouvelé ce jour-là. Donc, en quelque sorte, ça nous donne on a besoin d'être live en production tout le temps, bien sûr, sinon personne ne peut s'inscrire, ce qui est un énorme problème. Mais d'un autre côté, on a 24 heures pour aller récupérer. Donc, c'est 6 à 7 millions d'abonnements tous les jours. Et donc, ça donne un peu de liberté. Mais en même temps, ce qui est compliqué, c'est on est dépendant d'autres systèmes. On va être dépendant. Donc, par exemple, si je prends le Mexique, il y a un payment processor. Donc, c'est un système avec lequel on est intégré qui s'interface entre Netflix et les banques des clients. Et ce système, il a une capacité qui n'est pas illimitée. Donc, si par exemple, on prenait une journée de retard au Mexique, on ne pourrait pas facilement récupérer cette journée le lendemain parce qu'il y aurait trop de transactions pour ce processeur. Donc, on est obligé d'avoir un système où on calcule les meilleurs moments de la journée pour envoyer les transactions. On les envoie de façon étalée. Donc, ça, c'est des problèmes intéressants. On opère dans plusieurs régions dans le monde. Donc, on a parfois des problèmes de données qui ne sont pas répliquées au bon moment là où il nous les faut. Dans le domaine de la fraude, on va avoir des gens qui essayent d'abuser de VPN et donc de s'inscrire en Colombie pour revendre en Suisse, là où les abonnements sont plus chers. Donc, on a ces problématiques techniques. Et voilà, je dirais que ça crée beaucoup. Le fait d'être tout en microservices, c'est très, très bien pour l'expérience développeur, pour le fait de pouvoir se concentrer sur ce qu'on fait le mieux. Mais avoir énormément de microservices, je crois que dans mon équipe, on en a une vingtaine. Donc,
voilà, simplement que les cadences de déploiement de ces services soient alignées. Si on a un problème sur un service, ça peut des fois cascade sur d'autres services. Ça crée des complexités aussi. Donc, on a pas mal de problèmes techniques à résoudre. Et du coup, pour tous ces problèmes techniques et tous ces challenges, j'imagine qu'il y a différents types de profils. Donc, par exemple, le côté détection des signaux faibles pour les fraudes, il y a un certain type de profil plus machine learning ou ce type de profil pour détecter quels sont les bons signaux pour détecter les fraudes. Peut-être aussi des profils plus back pour les interconnectivités avec tous les systèmes de paiement avec tous les pays que tu mentionnais. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus des différents profils que tu as dans ton équipe? Alors, en fait, en quelque sorte, j'ai un seul profil dans mon équipe. Et ça, c'est peut-être une particularité un peu de Netflix. Donc, euh, on est tous back-end. Et puis, il n'y a pas de DevOps et il n'y a pas de QA. Chacun est responsable de son propre DevOps et même de son propre QA. Et ce qui est intéressant, c'est que d'une équipe à l'autre, on n'a on n'est pas forcément obligé de suivre une structure particulière. Donc, j'organise mon équipe exactement comme j'ai envie de l'organiser, sans forcément que ce soit pareil avec une autre équipe. On essaie d'être très aligné dans ce qu'on veut faire, mais de pas du tout être couplé. Ça, c'est un peu une valeur Netflix. Alors, pourquoi je dis qu'il y a un seul profil Parce que jusqu'à présent, Netflix était uniquement orienté profil senior. Dans notre industrie, on est assez vite senior. Je dirais, c'est 10 ans, peut-être 8. Donc, mon équipe, c'est entre 10 et 25 ans d'expérience. Euh, et c'est pour ça qu'on essaie de changer ça. Voilà. Je fais partie de ce programme donc de jeunes diplômés. Et je pense que ça va ajouter de la diversité. Alors après, diversité, ça va être un autre sujet, mais en termes de pur profil technique, c'est finalement des ingénieurs back-end. On n'a pas de titre chez Netflix. C'est aussi un truc qui est vraiment qui nous tient à cœur. Et alors là, les avis sont partagés. Hein. Il y a des gens qui aiment, mais d'autres qui n'aiment pas. Moi, j'aime l'idée de ne pas avoir de titre, dans le sens où tout le monde dans l'équipe se présente exactement de la même façon. On n'a pas un principal, staff, senior, junior. On a que des senior software engineers qui est hyper générique. Et ce qui permet en quelque sorte de pas, on se pose pas de questions sur quel est mon prochain titre, est-ce que je suis on track pour une augmentation et une promotion. Voilà, on est là pour avoir de l'impact, maximiser cet impact sans forcément essayer de maximiser un titre ou voilà, quelque chose sur le CV. Et du coup, avec ce type de profil senior, comment tu vois les choses pour trouver une place pour des profils plus juniors qui, enfin, du coup, dans ton initiative, in fine, favorise aussi plus de diversité et d'inclusion? Alors, c'est super intéressant parce qu'on ne l'a jamais fait. Donc là, pour donner deux, trois chiffres sympas, donc on a ouvert 25 postes et on a trouvé donc une vingtaine de managers. Moi, je vais en avoir 2 dans mon équipe. 25 postes et on a eu plus de 20 000 candidatures. Donc déjà, ça validait l'intérêt. Donc ça, c'était super. C'est un peu la panique quand même pour gérer tout ça. On n'a jamais fait de processus de recrutement junior, donc on a dû déjà calibrer un peu le recrutement. Et ensuite, on va essayer d'être prêt pour donc mai-juin 2022. Et les questions qu'on est en train de se poser pour l'instant, c'est plus quelles sont les assumptions. Ça se dit assumption? Les hypothèses? Hypothèses. Ouais, peut-être que c'est pas ce que je veux dire. Quelles sont les choses qu'on prend comme, j'allais dire granted, les choses qu'on prend comme acquises dans notre travail tous les jours qui vont pas fonctionner avec des nouveaux diplômés, simplement parce qu'ils n'ont pas été exposés sur ces choses-là. Et donc, un exemple, comme on est une boîte cotée en bourse, les fins de trimestre sont hyper strictes. Alors, on ne peut pas se permettre, par exemple, d'avoir un problème le dernier jour du trimestre. Ça, c'est des choses, si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Et voilà, donc on part du principe que les gens qui arrivent chez Netflix sont au courant de ça. Ça ne va pas forcément être le cas pour les nouveaux diplômés. Autre chose, chez Netflix, il n'y a pas de barrière. Donc, il n'y a pas de… je peux aller tout éteindre. Demain, j'ai accès à ça. Bon, bah, ça, c'est pareil. Est-ce que c'est un fonctionnement qui va être bien avec les nouveaux diplômés? Pas pour une question de confiance, mais simplement pour une question de savoir qu'il n'y a pas de barrière, ça peut être un peu traumatisant et on peut ne pas oser faire quoi que ce soit. Chez Netflix, tout est public en termes de données financières. Et ça, si on ne le sait pas, on peut partager un chiffre avec un copain et ça peut être un énorme problème. On a dû
licencier des gens immédiatement quand on a eu des choses comme ça. Un exemple, on a un système de preview de contenu et il y a cette histoire qui est super triste de quelqu'un qui invite des copains chez lui, utilise la fonctionnalité preview, regarde une nouvelle saison, un des copains poste sur Twitter un tout petit extrait de je ne sais quelle saison, ça a été vu, l'employé a été licencié immédiatement, faute de jugement, on partage rien. Donc, il y a tout ce côté basé sur la confiance que j'apprécie énormément, mais on va devoir recalibrer différemment. Donc ça, c'est une première chose. On va avoir des systèmes de mentors. On le fait déjà un peu, mais on va devoir formaliser un peu plus ça. La question des titres, là, ça nous pose un problème parce qu'on va sûrement devoir introduire un autre titre. Mais après, la question qu'on se pose pour l'instant, c'est comment est-ce qu'on passe de ce premier titre au deuxième titre? Et on n'a pas vraiment envie d'avoir un processus formel avec des cases à cocher. Donc, on réfléchit à tout ça. Pour l'instant, recrutement, on a déjà peut-être fait une dizaine d'offres sur 25. Et d'ici mai 2022, on sera prêt avec un peu plus de structure, mais pas trop quand même, pour qu'on reste un peu dans l'esprit de Netflix. En tout cas, j'adore cette nouvelle initiative et aussi le côté apprendre un petit peu en marchant. On lance un projet pour avoir plus de diversité. On apprend sur le chemin en rencontrant les candidats, en adaptant les entretiens, en adaptant les process, etc. Donc, bravo pour cette initiative. Et du coup, peut-être on pourrait parler un petit peu des conseils que tu as avec ton expérience pour s'installer à la Silicon Valley. Donc, qu'est-ce que tu verrais comme conseil pour chercher des noms d'entreprises qui embauchent, autres les grands noms connus que tout le monde a en tête? Alors, je dirais que je pense qu'on ne peut pas trop faire des toutes petites boîtes, simplement parce qu'elles ne vont pas savoir comment gérer l'immigration. Et d'ailleurs, je devrais peut-être parler de l'immigration un peu en premier. Donc, l'immigration aux États-Unis, moi, je trouve que c'est pas facile, mais en même temps, le système est plutôt bien fait. Je ne peux pas le comparer avec d'autres pays. Mais il faut savoir il faut savoir naviguer tout ça. Donc, il y a un premier conseil que j'ai donné qui est un conseil extrêmement facile et en même temps avec peu de réussite, mais quand même bon à savoir. Donc, chaque année, il y a une loterie aux États-Unis qui est une loterie de cartes vertes. Et donc, chaque pays a un quota et l'Amérique offre des cartes vertes de façon totalement aléatoire. En France, je pense qu'on est à 2% de réussite quand on applique. Ceci dit, c'est gratuit. Alors, attention, il y a des sites qui font payer, mais c'est vraiment gratuit. Donc, moi, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Faites-le, ça ne coûte rien et on ne sait jamais, on peut avoir une carte verte de temps en temps. Et moi, évidemment, alors c'est un biais de sélection. J'en vois plein, évidemment, qui ont gagné les cartes vertes et c'est parce que je ne vois pas tous ceux qui ne les ont pas eues, mais c'est une option et avec une carte verte, après, tout est très facile. L'autre option, donc, c'est ce visa de stagiaire que j'ai eu plusieurs fois. Et en quelque sorte, il n'est pas très cher pour l'entreprise et facile à avoir. Donc, c'est une entreprise qui en a entendu parler aura aucun problème à le faire. Il peut être fait n'importe quand dans l'année et c'est jusqu'à 18 mois. Donc, c'est vraiment un bon moyen de faire ça. Le visa H1B, qui est un peu le visa que tout le monde rêve d'avoir parce qu'il est 2 fois 3 ans et on a la liberté de travailler où on veut, il est un peu plus compliqué. Il faut appliquer en avril et on peut commencer qu'en octobre. Nous, on le fait pour des seniors. Est-ce que des boîtes le feraient pour des juniors? C'est un peu plus compliqué parce qu'il est un peu plus cher. Et puis, il y a toute cette logistique compliquée entre avril, l'application, et octobre, le début. Une autre option, c'est le visa L1, si je ne me trompe pas, et c'est un visa de transfert. Alors là, c'est une autre stratégie. Toute boîte qui aurait ses headquarters aux États-Unis et des bureaux en France, toute personne qui travaille 1 an et 1 jour en France dans les bureaux d'une boîte américaine peut se faire ensuite rapatrier à la maison mère de façon pas très chère et garantie sans quota et tout ça. Donc, ça peut être une autre façon de voir ça. Après, le conseil que j'aurais donné, en fait, c'est d'être hyper explicite et de ne pas voir l'immigration comme un problème. C'est-à-dire que ça ne va jamais être mal vu de tout de suite poser les questions. Moi, quand je discute avec des candidats, on règle ça hyper rapidement. Est-ce qu'il y a besoin de faire un visa? Et ce n'est jamais un frein parce qu'il ne faut pas imaginer que la Silicon Valley, c'est
95% d'Américains nés ici, qui ont grandi ici, et quelques immigrés qui essaient de naviguer. C'est complètement l'inverse. Mhm. Donc moi, dans mon équipe, sur mon équipe étendue de 16 personnes, 2 sont nés aux États-Unis. Et sur ces 2, aucun n'a grandi dans la Silicon Valley. Enfin, il y a une diversité d'origines. Donc, l'immigration fait vraiment partie du truc. Donc, pour tout ce qui est boîte de taille moyenne à grande, il n'y a aucun problème à le demander et à vraiment naviguer euh, toutes ces options. Après, il y a encore d'autres options, hein. Je ne suis pas du tout un expert en immigration. Toutes ces boîtes vont avoir accès à des avocats spécialisés et qui vont donner des conseils. Donc, faut le demander et trouver une stratégie. Très bien, merci pour ces conseils pour l'immigration. C'est vraiment, je pense, hyper utile pour les personnes qui voudront partir. Et est-ce que tu aurais peut-être des conseils sur des sites ou des endroits où tu vois on pourrait trouver des noms d'entreprises qui embauchent et des bonnes références? Euh, je, Pas forcément. Déjà, tout le monde embauche. Donc, c'est déjà bien. Après, toutes les grandes boîtes ont à chaque fois des pages avec tous les listings. J'ai pas forcément de. LinkedIn a beaucoup il y a beaucoup d'annonces sur LinkedIn. J'ai pas forcément une source particulière à recommander, mais voilà, faut partir du principe que toutes les grandes boîtes embauchent et que nous, on a toujours du mal à trouver des gens. Donc, je veux dire, l'idée qu'un candidat applique et se renseigne et nous envoie des messages, c'est toujours un plus. Voilà, il faut pas avoir cet état d'esprit de j'ai vraiment envie d'avoir un job, s'il vous plaît. C'est plus trouvons quelque chose qui va fonctionner. Et voilà, moi j'aime bien cette dynamique, mais voilà, mais au tout début j'aurais pris n'importe quoi avec cet état d'esprit de dire j'ai vraiment envie de travailler. Mais je pense que là, et là, je le vois bien avec donc notre programme de nouveaux diplômés, j'ai été surpris. Je discutais avec un candidat la semaine dernière, il avait 3 offres. Voilà, et j'étais en compétition pour un jeune diplômé, voilà, alors que je pensais que ce serait facile. Non, non, les gens ont vraiment besoin de monde et donc il faut se valoriser comme ça. Très bien, il n'y a plus qu'à postuler alors. Et du coup, pour les personnes qui souhaitent postuler, est-ce que tu aurais des conseils de préparation, peut-être des spécificités des processus de recrutement dans la Silicon Valley? Je dirais que il y a un modèle par ici et plus ou moins tout le monde le suit. Euh, et, et je pense que quelqu'un de bon, pas préparé, va pas forcément s'en sortir. Parce que ce modèle il est assez particulier. J'ai 2 livres à recommander qui sont extrêmement bien faits. Je pourrais les partager ensuite dans le chat, qui entraînent sur tout ce modèle. Donc, le modèle, c'est souvent d'avoir ce qu'on appelle un technical phone screen. Donc, c'est 1 heure au téléphone sur un exercice. On parle peu de l'expérience. On est vraiment que sur l'exercice. Et c'est une barre à passer. C'est pas on ne s'intéresse pas de savoir si les gens font très bien sur l'exercice ou juste bien. Le but, c'est un screen. C'est voilà, passer à la prochaine étape. Et après, c'est 6-7 entretiens d'1 heure, la plupart techniques. Et c'est pareil, il faut savoir, par exemple, écrire du code au tableau, c'est quelque chose qui n'est pas dur, mais c'est quelque chose qu'on fait mal si on ne s'est pas entraîné. C'est pas naturel. On travaille en permanence dans un environnement de développement particulier. Ça peut stresser. Être capable d'interagir avec la personne qui fait l'entretien, c'est pas naturel non plus. Mais il faut réfléchir à voix haute. Moi, si je pose une question et que j'ai 5 minutes de silence, j'ai pas de signaux. Voilà. Alors que si j'ai quelqu'un qui me dit ah, je vais explorer telle piste, non, ça va pas. Je vais faire ci, je vais faire ça. Ça aide beaucoup. Et puis ensuite, il y a un modèle pour résoudre ces questions. Et le modèle, c'est qu'est-ce que je peux avoir comme approche naïve et un peu brute force sur quelque chose et comment je peux l'améliorer. Comment je peux identifier la complexité logicielle de ce que j'ai fait Mhm. euh, et, ensuite, et ensuite, bien sûr, la coder. Mais c'est plus une problématique de trouver la solution et ensuite simplement la dérouler avec du code. Donc, c'est de l'entraînement, mais aussi comprendre exactement comment ça se passe. Et pour ça, voilà, j'ai 2 livres à conseiller. Et puis après, faut en faire plein. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire des entretiens. Un autre conseil qui est un peu, euh, pas forcément un truc auquel on pense. Bon, l'anglais, évidemment, il faut parler anglais. Mais il y a
vous allez entendre de l'anglais de gens qui sont pas natifs forcément des États-Unis. Et donc, moi, je sais que par exemple, au début, l'accent indien en anglais me terrorisait au téléphone. J'étais chez moi à Paris à prendre des calls pour des questions techniques. J'avais jamais fait de technique en anglais déjà. Et avec un accent que je comprenais pas forcément, c'était super dur. Donc, il faut aussi avoir un peu ce mindset de, c'est pas tant l'anglais pur, c'est est-ce qu'on a répondu à des questions techniques en anglais, est-ce qu'on a déjà discuté un peu de technique en anglais, et puis après, il faut être prêt à poser des questions pour clarifier. Complètement. Et peut-être pour s'entraîner à ces différents accents d'anglais, on pourrait regarder des séries Netflix des différents pays. Ça peut être une idée. À mon époque, j'étais obligé de télécharger illégalement, ce que je ne recommande pas aujourd'hui. Maintenant, pour 15 € par mois, on a accès à plein de séries et avec bien sûr les sous-titres toujours disponibles sur Netflix. Et est-ce que tu pourrais juste nous dire les 2 noms des livres dont tu parles? Alors, il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit. Je crois que c'est Cracking the Coding Interview. Et l'autre, c'est plus ou moins dans les mêmes. Enfin, Cracking the Coding Interview, il est excellent. Il est excellent. Il va décrire exactement ce que je viens de dire, toutes les étapes. Et il donne plein de problèmes. Et c'est des problèmes à travailler en fermant le livre. On se concentre. Moi, l'anecdote, chaque fois que j'ai voulu changer de job, je prends un mois, je passe tous mes samedis dans un café et je retravaille ça. C'est un peu scolaire. Et je suis d'accord pour dire que c'est pas forcément c'est pas parfait. Hein. Le métier de faire des entretiens, de toute façon, il n'est pas parfait. Il y a plein de faux positifs. Il y a aussi des faux négatifs. Hein. On se trompe dans tous les sens. On laisse passer des très bons candidats, tout comme on embauche des personnes avec qui ça fonctionne pas. Mais c'est le modèle un petit peu que tout le monde suit ici. Donc, je sais que voilà, moi, je me remets là-dedans quand j'en ai besoin. Parfait, merci beaucoup pour ces recommandations. Peut-être on peut l'écrire après, juste dans le chat, le nom du livre. Et une petite question aussi, plus par rapport à la culture du travail. On entend souvent que la culture du travail est un peu différente aux États-Unis. Donc, est-ce que tu as aussi des conseils pour s'adapter à cette culture de travail quand on est français? En fait, je vois plus une culture internationale qu'une culture vraiment américaine parce que, comme j'ai précisé, j'ai des collègues donc sur mon équipe, beaucoup d'Indiens et de Chinois, beaucoup de gens d'Europe de l'Est. Et puis après, on a tous un peu des parcours différents. J'ai des collègues qui viennent d'Asie, mais qui ont étudié aux États-Unis. Ça, c'est un profil particulier parce qu'ils ont finalement passé pas mal de temps aux États-Unis. Je travaille avec des Japonais qui sont au Japon, et là, c'est pas du tout la même façon d'interagir. Donc, je dirais que c'est plus la culture de travailler avec plein de cultures. Il y a une anecdote, c'est les Américains, je ne dis pas que c'est une technique super, mais vont faire la technique du sandwich quand ils présentent des choses. Souvent, hein, encore une fois, c'est des généralités, mais ils vont me dire, donc le sandwich avec du pain, de la viande et du pain. Donc, ils vont me dire, ah Rémi, super, tel email, j'ai beaucoup aimé les résultats. Bon, par contre, tel projet, ça ne va pas vraiment. On est en retard, telle personne n'a pas compris, on a perdu ça. Et puis, bon, mais je suis super excité sur ton plan 2022, à bientôt. Et là, la personne qui lirait mal entre les lignes, et peut-être que pour nous, Français, ce n'est pas naturel. Pour nous, Français, on se dit, ah, bon, ça ne m'a pas l'air si mal comme interaction. Il a l'air content de ce que je fais. Alors qu'en fait, on a un feedback négatif / constructif qui a été camouflé entre deux trucs un peu positifs. Encore une fois, je ne recommande pas forcément ce genre d'approche, mais être capable de lire entre les lignes. Et puis après, la façon dont on interagit avec des gens qui viennent de Chine ou des gens qui viennent d'Inde n'est pas la même. Et de la même façon, on a toutes nos habitudes à nous en tant que Français. Donc, c'est plus une culture de embrasser un peu le fait que… Alors, posons plus de questions, assurons-nous d'être bien alignés. On a des fois cette valeur de dire extreme clarity. Je vais insister, je vais revenir là-dessus parce que je ne suis pas sûr qu'on soit bien aligné. La hiérarchie est différente aux États-Unis. Je ne peux pas comparer avec la France parce que je n'ai jamais vraiment travaillé en France, mais il n'y a pas une hiérarchie problématique. La relation avec le manager est très saine. Il y a un côté un peu coach
plus que personne qui décide. Et ça, c'est vrai que ça me plaît beaucoup. On essaye tous de travailler ensemble. Et d'ailleurs, une anecdote, un truc intéressant, il y a vraiment deux tracks en termes de carrière, donc soit pour management, soit carrière vraiment qui reste technique. Et les gens n'ont pas de problème avec ça. Il y a pas on ne voit pas son supérieur hiérarchique comme supérieur hiérarchique d'ailleurs. C'est plus des métiers différents. Et ça me plaît bien. Euh, on a moins de pression à essayer toujours d'avoir cette prochaine promotion. Ok, super, super intéressant. C'est très étonnant ce que tu dis là. Pour moi, finalement, c'est les lectures des codes et ces différences entre, enfin, comme tu disais, l'interprétation du sandwich à la française. C'est vraiment une question de communication finalement. C'est des codes que des personnes peuvent ne pas avoir et finalement, c'est en essayant d'être plus transparent et de plus communiquer qu'on arrive à avoir une bonne culture. Donc, c'est super intéressant. Très bon conseil. Je te propose qu'on passe aux questions qu'on a dans le chat. Donc, je vois une première question de Cédric. Alors, on parle souvent d'un process très spécifique aux US auquel les devs français ne sont pas souvent préparés. C'est valable pour la plupart des boîtes ou juste les boîtes très grandes? Je dirais que le processus est quand même le même un peu partout. Et donc, il faut, donc c'est, première étape, généralement, on discute avec un recruteur. Là, il faut s'assurer que on est bien aligné, qu'on ne fasse pas perdre du temps, qu'on ne perde pas notre temps avec le recruteur, que l'équipe ne perde pas son temps non plus. Ensuite, il y a ce screen technique qui est, on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas parfait, mais les gens le font. Et donc voilà, il faut être préparé. Écrire du code au téléphone, peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient bien prendre 3 heures pour le faire, d'autres juste 1 heure. Il n'y aurait pas de problème avec ça, mais voilà, il faut passer par cette étape pour bien s'entraîner. Et après, tout ce qui est on-site, donc au tableau, je pense que la plupart des boîtes le font. Enfin, moi, je l'ai toujours vu et aussi, je l'ai toujours fait. Je n'ai pas une technique de recrutement super différente. Merci. Merci pour la réponse. On a aussi la question de Quentin. On voit bien un courant de racisme qui remonte aux États-Unis. Est-ce qu'au sein de Netflix, les gens de couleur ont moins de reconnaissance de la part de la direction du management? Est-ce qu'il y a des comportements déplacés? C'est une super question. Les États-Unis, c'est un pays qui est quand même compliqué. Compliqué parce que c'est très, très grand. Si vous regardez une carte des élections, vous allez voir du bleu sur les côtés, du rouge au milieu. Et donc, tout ce qui s'est passé avec Trump, c'est plus un énorme problème de fracture entre une Amérique finalement à deux vitesses. Le racisme et tout ce qui est inclusion et diversité, c'est hyper sérieux chez Netflix. Il y a absolument zéro tolérance là-dedans. C'est quelque chose qu'on prend très, très, très à cœur. Donc, non, il y a vraiment, enfin, je veux dire, un comportement déplacé sera absolument pas toléré. Après, on essaye, nous, donc, de vraiment investir dans la diversité et l'inclusion. Et ce que j'aime, c'est que on a la chance de pouvoir ramener ça à notre mission. Notre mission, donc, de divertir le monde. Si on veut divertir les gens, il faut les comprendre. Pour les comprendre, il faut une représentation. Donc, on a vraiment déjà cet axe. Et moi, ce que j'aime, c'est pas simplement cocher les cases. Super, donc dans mon équipe, on va avoir 47% de filles. On va avoir cette représentation asiatique. Parce que ça, tout peut être un peu manipulé dans tous les sens. Moi, en tant que manager, je veux qu'on puisse m'aider pour cette mission. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ma mission, c'est d'avoir une Dream Team, eh ben, je veux que déjà dans la définition de Dream Team, il y ait un angle diversité, parce que ça va me permettre de m'orienter là-dessus. Je veux qu'on puisse me donner 3 mois et pas 3 semaines quand j'ai besoin de recruter quelqu'un, parce que je veux qu'on puisse reconnaître que si je vais dans mon réseau de quelqu'un que je connais, ça va être bien plus facile et rapide, mais ce n'est pas ça justement le but. Donc, il faut que ma hiérarchie soit complètement tolérante et m'encourage à prendre du temps et à être explicite là-dessus. Ensuite, je veux que mon équipe de recrutement me permette d'accéder à des pools de candidats auxquels moi, avec tous mes biais et la limite de mon réseau, je n'aurais pas accès.
Et ça, la diversité, elle arrive aussi ici. Mais après, je veux qu'on puisse aussi voir toutes les étapes. Si on constate que, par exemple, ce phone screen dont je vous parle, s'il y a un gros écart en fonction des catégories de gens qui passent cette étape, alors on a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre façon de faire là-dessus? On a, par exemple, il y a une étude qui indique que les hommes ont plus tendance à appliquer sans valider tous les points qui sont demandés dans une annonce. Et pour les femmes, on a besoin plus de valider ces points. Comment est-ce qu'on fait, nous, pour reformuler tout ça de façon à ce qu'on garantisse cette diversité? Donc, moi, ce que j'aime, c'est qu'on en parle avec honnêteté et transparence chez Netflix. C'est un apprentissage permanent. On a la chance d'avoir un VP of Inclusion, quelqu'un dont c'est le métier. Et il est incroyable. Il nous met dans des situations difficiles. Il nous pose des questions qui demandent beaucoup de vulnérabilité. Pourquoi est-ce que Rémi, tu regardes ça et pas ça? Et je trouve ça fantastique. C'est vraiment reconnaître que c'est un apprentissage au quotidien. Et donc, non, il n'y aurait aucune tolérance pour le racisme, mais aussi aucune tolérance pour ne pas être inclusive au bureau. Et ça, c'est vraiment très important. Ça fait penser un petit peu à tout ton discours, à une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps sur l'inclusion et la diversité. Sur l'inclusion, c'est inviter tout le monde à ta soirée, et la diversité, c'est permettre, enfin, que tout le monde danse à ta soirée. Donc, il y a le côté vraiment comment tu vends ça et qu'après tout le monde peut venir, mais aussi que tout le monde trouve sa place finalement parce qu'on se donne les moyens d'inclure et d'avoir une diversité où tout le monde se sent partie du coup, dans ce cas de Netflix. Non, c'est vrai. Et il faut vraiment être ouvert à plein de choses. On a par exemple des initiatives où on essaie de travailler notre langage. Et ça, c'est quelque chose qui peut surprendre au début. On peut se dire, non mais sérieusement, tel mot, concentrons-nous sur d'autres choses. Et en fait, on se rend compte que vraiment de se concentrer sur plein d'axes, ça permet d'avancer tout en reconnaissant en permanence que c'est un chemin et qu'on n'est pas arrivé, quoi. Complètement. Alors, on a une question aussi de Elsa. Existe-t-il un point commun entre les personnes à qui vous ne proposez pas d'offres? Par exemple, manque de compétences techniques ou plutôt un fit avec la personne? Alors, je ne peux pas trop répondre à ça au niveau du programme de nouveaux diplômés parce que le volume nous a imposé des techniques différentes. On a fait passer, par exemple, un test, un examen technique en ligne. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Donc, on est vraiment encore en train de calibrer. Mais en termes de quand moi j'interviewe pour mon équipe, c'est vraiment un mélange. Donc, moi, j'accorde beaucoup d'importance à tout ce qui est travail cross-functional. Comment est-ce qu'on s'aligne avec les autres équipes? Et donc, ce que j'aime faire, j'aime avoir un de mes partenaires complètement product, quelqu'un qui pense paiement, quelqu'un qui va être capable de comparer du Apple Pay, du Google Pay dans les détails, produits plus que techniques. Et j'aime que les candidats discutent avec cette personne 30 minutes, 1 heure. Et là, ce qui fait la différence, c'est la curiosité, c'est les questions, c'est être capable de parler de produits. Voilà, moi, après, c'est les besoins aussi de mon équipe. Mon équipe, elle est quand même plus produit qu'infrastructure pure. Et donc, j'aime avoir un peu ces compétences en plus. Je dirais pas de la communication, juste, mais plus des gens qui sont intéressés par pourquoi est-ce qu'on fait ces choses-là et qui, même sans comprendre et connaître le paiement, vont être curieux et excités. Ah, waouh, je ne pensais pas que c'était aussi compliqué. Mais alors, comment vous faites ça? Est-ce que vous préférez acquérir des nouveaux clients ou conserver les clients que vous avez déjà? Comment est-ce que vous balancez ça? C'est plus c'est soft skills en plus de technique. Et j'ai moins souvent des candidats qui arrivent à passer les premières étapes et qui arrivent devant nous au tableau et qui ne s'en sortent pas techniquement. Alors, ceci dit, par contre, il y a quand même une façon il y a des gens qui vont trop compliquer les solutions. Ça, c'est quelque chose qui peut être un problème. Qui vont nous bombarder de mots-clés parce qu'ils ont utilisé des technologies spécifiques. Voilà, il y a plein de façons de rater un entretien, mais je dirais, le plus souvent, c'est plus des soft skills autour des compétences techniques.
J'adore ce que tu me dis, parce que c'est vraiment quelque chose aussi qu'on essaie de transmettre côté dans notre pédagogie ADA. Donc, le côté, comment je sais que mon code est aussi à service de quelque chose d'autre. Donc, développer cette curiosité de voir quel va être l'impact sur l'utilisateur final, sur même plus large la société, l'environnement, etc. Et deux, avoir cette côté aussi, enfin, savoir que il y a beaucoup de networking et de l'avoir avec d'autres équipes, comment ça marche les choses. Donc, pas avoir peur de parler avec les gens pour comprendre ce qu'ils font et ce qui permet aussi de s'intégrer dans une entreprise quand on arrive quand on est le nouveau. Il y a une question par rapport à l'ancienneté, ce que tu entends par profil junior. Donc, est-ce que tu parles plutôt entre 0 et 2 ans ou 1 ou 3 ans, voire plus? Donc là, notre programme, et donc on va voir un peu la saison 2 de ce programme en 2022, on recommencera le processus de recrutement. On est vraiment sur jeunes diplômés. Donc ce qu'on voit, c'est des profils qui ont souvent fait des stages, mais c'est vraiment leur premier job. On n'a pas encore décidé de regarder des profils qui sont entre deux. Donc on va vraiment considérer pour l'instant on a des jeunes diplômés, c'est-à-dire des diplômés dans l'année, et ensuite on a tous les seniors, donc j'ai dit 8 et plus. Ok, d'accord. Alors, on a peut-être une dernière question. Est-ce qu'une personne qui a plus de 30 ans a-t-elle sa chance? Alors, on n'a pas vraiment regardé ça. C'est plus, on est sur des. Mais tout le monde a sa chance. Mais on s'est plus concentré sur. On s'est dit, on veut des jeunes diplômés. Là, par exemple, j'ai fait une offre pour quelqu'un dans mon équipe. C'est quelqu'un qui est en reconversion. C'est d'ailleurs, j'avais trouvé ça hyper intéressant. C'est quelqu'un qui était ambulancier et qui a vu l'impact des outils qu'il utilisait dans son travail, sa mission hyper importante de tous les jours, et qui a été fasciné par ce côté impact de la technologie et de simplement même changer une interface utilisateur pouvait avoir un impact dans les situations d'urgence. Donc voilà, il a tout arrêté, repris des études, et c'est quelqu'un qui a pas l'âge typique, je dirais, d'un jeune diplômé. Et c'est vrai que j'ai trouvé cette maturité incroyable, parce que voilà, il avait les compétences techniques et en même temps, il apportait vraiment un angle différent. Et je trouve que ces profils en reconversion, ils sont super intéressants et ça apporte beaucoup de richesse dans les équipes de développement parce que ça apporte une maturité, ça apporte aussi des façons différentes de voir les choses. Nous, chez ADA, on a beaucoup de profils de reconversion et c'est toutes ces différentes façons de voir le monde qui enrichissent la communauté ADA. Absolument, totalement d'accord. Donc, je crois qu'on n'a plus de questions sur le chat. Peut-être, Rémi, pour conclure, est-ce que tu aurais un tout dernier... Il y a une question qui arrive. On attend, suspense. Peut-être en attendant, Rémi, est-ce que tu aurais un tout dernier conseil pour les personnes qui souhaitent partir aux États-Unis? Je dirais que c'est de ne pas penser que c'est impossible, parce que c'est totalement possible. Ça peut prendre, plusieurs cycles. Voilà, moi, tout s'est bien passé. J'ai pu faire ça juste après mes études. Et j'ai des copains aujourd'hui ici qui ont dû faire ça 1 ou 2 ans après. Mais quelqu'un qui veut va trouver un moyen. Il y a vraiment ouais, c'est sûr que ça fonctionne. Excellent. Donc, il y a la dernière question qui est arrivée. Est-ce que le stage est rémunéré aux États-Unis ou payant? Oui, alors ça, je le dis souvent, il ne faut pas se poser de questions à ce niveau-là. Les rémunérations sont très confortables et il ne faudra absolument pas accepter de travailler gratuitement aux États-Unis. Là, les offres que j'ai dû faire en quelque sorte, parce que j'ai eu beaucoup de compétition sur ces nouveaux diplômés, sont incroyablement confortables. Moi, 15 ans plus tôt, 15 ans plus tôt, j'ai commencé à littéralement 3 fois moins que les offres qu'on fait aujourd'hui. Donc, non, c'est une industrie qui marche très, très bien. Donc, il y a un confort aussi qui vient de ça. Et donc, voilà, c'est important généralement, en plus, on couvre le déménagement. Voilà,
pas la peine d'avoir des inquiétudes matérielles. Généralement, ce n'est pas un souci. Parfait. Oui, on entend beaucoup parler que les salaires, même en apprenticeship ou en stage, ils sont quand même assez confortables. Donc ça, c'est super pour encourager les personnes à partir. Et une autre question de Mélanie, donc est-ce que les formations de type courte, par exemple 6 mois, c'est considéré aussi comme au même niveau que les personnes qui ont fait 2 ou 3 ans d'école? Alors, justement, ça a été un de nos axes quand on a essayé de regarder ce programme de jeunes diplômés, parce que d'autres entreprises le font, mais ils vont faire que des Berkeley, Stanford, Princeton, toutes les grandes universités américaines. On a voulu faire différemment. Donc, nous, de notre côté, on n'a pas de, on ne va pas faire la différence entre un bachelor et un bootcamp. Et ça, je pense que c'est important. Alors après, j'ai hâte de voir, donc sur les 25 qu'on va recruter, on va regarder. Voilà, c'est un processus itératif. On va voir si on n'a pas eu des biais à droite à gauche, comment était notre pipeline. Sur les 20 000 qu'on a appliqués, est-ce que c'était 50% bootcamp, 50% formation plus traditionnelle? Voilà, on va itérer là-dessus, mais on est convaincu que la diversité va commencer aussi par ne pas attaquer que des écoles traditionnelles. Ça a été pour moi d'ailleurs un point important. Quand je suis arrivé aux États-Unis, ma formation française s'est retrouvée plus ou moins dans le même panier que toutes les autres écoles françaises, simplement parce que personne ne savait comment comparer un polytechnique en France avec mon école qui était plus de deuxième tiers, et c'était pas grave. Du coup, c'était effacé. J'attaquais de façon totalement non biaisée et neutre parce que personne ne connaissait. Et ça, je trouve ça bien de se débarrasser un peu de cette étiquette. D'accord. Alors, on a 3 dernières questions. Est-ce que tu as encore le temps pour prendre ces 3 dernières questions? Ouais. Parfait. Donc, première, est-ce que c'est possible de donner une fourchette de rémunération, par exemple, dans le profil junior côté Netflix? Alors, je peux pas partager des trucs trop précis, mais sur les offres donc pour ce programme dont je parle, c'est des offres à plus de 100 000 euros par an en premier job, avec déménagement, avec relocation temporaire et tout. Donc c'est confortable. Vraiment, et c'est d'ailleurs ce que je dis aux candidats au téléphone. Je leur dis, mettez ça de côté. Orientez pas votre premier job sur l'argent parce que c'est jamais vraiment une bonne idée. Ce qui est important, c'est d'apprendre, c'est de grandir et tout. Mais par contre, soyez quand même, voilà, ça sera confortable. On veut que ce soit pas un souci. Voilà. Et alors ensuite, au niveau du visa déménagement, Est-ce que les employeurs offrent un support sur les effets de mobilité internationale sur le plan personnel, familial, patrimonial aux salariés étrangers? alors moi, ce que je vois souvent, ce qui est standard, c'est un déménagement. Et ça, la différence entre un employeur qui gère un déménagement et le gérer seul, ça change tout, quoi. Donc, ça serait dommage de ne pas profiter de ça et de devoir déménager tout seul. Donc, généralement, le déménagement est pris en compte. Après, ce qu'il faut savoir, c'est sur tout ce qui est administratif familial, c'est des choses à discuter, Donc, moi, je sais que, par exemple, j'ai dû me marier très rapidement pour ça. C'est toujours ma femme, ça a bien marché, mais voilà, j'ai dû faire ça pour qu'elle puisse avoir un visa. Ensuite, mais si j'étais maintenant père de famille en France aujourd'hui et que je me faisais embaucher aux États-Unis, ça ferait partie de ma négociation initiale. Je voudrais des papiers pour ma famille, je voudrais un déménagement complet. Alors après, il y a des complexités à l'idée de tout laisser en France et de venir aux États-Unis, mais ça se fait quand même bien. Ok, très bien. J'imagine le déménagement comme les petites frictions dont tu parlais côté Netflix, il faut les enlever, ces petites frictions. Voilà, ouais. Alors moi, comme j'étais jeune, j'avais rien, donc j'ai rien déménagé. Mais voilà, aujourd'hui, ce serait différent, mais voilà, pour des gens qui sont installés en France, le déménagement est pris en compte.